Donnez-moi votre lecture, Nima. Comment voyez-vous cette tentative d'étrangler l'économie iranienne? Comment l'interprétez-vous? Je ne pense pas que ce soit un problème majeur en ce moment. Le problème majeur pour l'Iran, c'est le contrôle du détroit d'Ormuz. Et ils sont prêts à sacrifier beaucoup de choses. Il va y avoir des sanctions, des pressions économiques, des pressions financières. Et ils y sont préparés, Pépé, parce qu'ils savent qu'ils doivent payer ce prix. Ils savent que les États-Unis ne vont pas reculer. Eux non plus ne vont pas reculer. Et ils veulent contrôler le détroit d'Ormuz. L'autre point, du côté des Iraniens, c'est qu'ils ne ressentent pas autant de pression qu'avant. Vous vous souvenez du premier mandat de Donald Trump en 2018. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et vous savez, vous parlez de l'ambiance dans les rues? Oui. Oui, je parle de la manière dont il a essayé de réduire les exportations de pétrole et de mettre l'Iran sous pression financièrement et économiquement, avec les sanctions, avec la participation et la coopération des autres pays de la région. Cette époque est révolue, je pense, avec la guerre en Ukraine, avec la guerre contre l'Iran, avec la question du détroit d'Ormuz. Ce n'est plus comme en 2018. Vous vous souvenez, quand Donald Trump s'est retiré du JCPOA et a exercé une pression énorme sur les Iraniens, c'était quelque chose comme 200 barils par jour envoyés en Chine. Il s'agissait uniquement de payer la Chine, pas de recevoir de l'argent de la Chine. Payer la Chine pour ce qu'elle faisait en Iran, pour les projets qu'elle y avait. C'était tout. Comparer la situation actuelle à ce qu'elle était auparavant, ce n'est même pas comparable. C'est pour ça que je pense que l'Iran se sent très à l'aise dans la situation où il se trouve actuellement. Sur le plan militaire, ils sont prêts à se battre. Et sur le plan économique, ils comprennent. Ils connaissent la réalité et ils savent à quel point la pression économique est difficile pour le peuple iranien. Ils le comprennent. Mais quand il s'agit de savoir si c'est une pression existentielle, non. La guerre économique n'est pas si menaçante pour l'Iran. Et ils savent comment y faire face. Ils diversifient leur économie, comme vous l'avez mentionné. C'est une grande partie de tout cela. Les liens entre l'Iran et la Russie, entre l'Iran et la Chine, entre l'Iran et, vous savez, l'Asie centrale, je dirais, ce qui est également important. Et Donald Trump a cette, vous savez, regardez Donald Trump, la manière dont il s'en prend à la Corée du Sud. Oui, absolument. Au Japon, regardez simplement la situation au Japon. Il se passe beaucoup de choses, Pepper. Parlez-moi. En fait, on arrive à peine à suivre. Et la complexité de l'échiquier. Chaque jour qui passe, toutes ces relations et ces partenariats imbriqués peuvent se dissoudre. Ils peuvent disparaître. Il y en aura de nouveaux. Il y a des interférences entre eux. Et c'est très, très dangereux parce que certains acteurs sont complètement perdus. Exemple, l'Arabie saoudite. Les Saoudiens, comme vous savez, des cafards dans le désert. Ils ne savent pas quoi faire. Ils pensaient être sauvés par ce pacte de la Mecque. Pas vraiment. Ça ne les sauvera pas du Yémen qui bloque Yanbu, qui bloque la mer Rouge, qui bloque Bab el-Mandeb. Il ne reste aux Saoudiens qu'à exporter via le canal de Suez, en payant des primes d'assurance absolument exorbitantes. Et c'est tout. Ils ne peuvent rien faire d'autre. Et bien sûr, concernant l'Iran, pas seulement le Yémen, l'Iran observe très attentivement le comportement de l'Arabie saoudite à partir de maintenant pour voir si elle essaie une fois de plus de ménager la chèvre et le chou et de s'attirer les bonnes grâces des Américains. Donc ça devient très très dangereux. Sans parler, Nima, de cette attaque israélienne contre des actifs turcs en Syrie. C'est significatif parce que cela pourrait être, disons, le prélude du prélude à la prochaine guerre. D'ailleurs, le culte de Daesh a déjà dit que la Turquie était la prochaine. Il se prépare donc à une confrontation avec la Turquie
tôt ou tard. C'est donc immensément dangereux. Et bien sûr, l'Iran regarde tout cela. Et il pourrait ouvrir un autre front. Et évidemment, cela dépend de la manière dont ce gouvernement de Damas, qui égorge et décapite, va réagir. Mais en même temps, c'est précisément ce que je voulais vous demander. Voyez-vous une initiative coordonnée par les États-Unis pour provoquer des troubles extrêmes chez les voisins de l'Iran et pour empêcher l'Iran d'utiliser ses voisins pour le commerce et les échanges? Je pense notamment à la Turquie, au Pakistan et aussi aux pays d'Asie centrale. Comment voyez-vous les choses? Pensez-vous que ce soit une stratégie? Pensez-vous qu'ils agissent ainsi dans un geste désespéré? Pensez-vous qu'ils sachent comment s'y prendre, même s'ils le voulaient? Et pensez-vous que ses voisins, la Turquie, le Pakistan, l'Asie centrale, l'accepteront? Je pense que les gouvernements pakistanais et turcs savent tous les deux que Donald Trump n'a pas grand-chose à leur offrir sur le long terme, parce que son mandat se terminera dans 2 ans et demi. Et c'est un problème majeur pour ces deux gouvernements. Dans le cas de la Turquie, je pense que c'est moins compliqué que pour le Pakistan. Le Pakistan est important parce que la liaison entre l'Iran et la Chine passe par le Pakistan, et c'est important. Je pense qu'une coordination, peut-être en coulisses, entre l'Iran et le Pakistan, sans le dire à personne, pourrait faire en sorte que le Pakistan cherche d'une certaine manière à faire semblant de coopérer avec les États-Unis, ou qu'il soit soumis à une pression énorme. Mais en réalité, ce qui se passe serait quelque peu différent. Ils vont aussi faire de leur mieux pour réduire d'une manière ou d'une autre les tensions avec l'Iran, parce qu'ils ne veulent aucune forme de tension avec l'Iran, à mon avis. Après tout, ce sont 2 pays voisins, et ils ont une stratégie commune à long terme, à mon avis. En matière de sécurité, comme pour la prospérité de la région, ils partagent le même état d'esprit. Et Donald Trump exerce tellement de pression sur le Pakistan que fondamentalement, on peut accepter que certaines petites politiques changent à court terme. Mais à long terme, je ne vois pas de grandes difficultés pour que l'Iran et le Pakistan coopèrent et trouvent une issue à cette complexité que Donald Trump essaye de créer pour eux, à mon avis. S'agissant de la Turquie, le cas est totalement différent, parce que la relation entre la Turquie et l'Iran relève des relations bilatérales. Et les États-Unis ne pourront pas exercer la même pression qu'ils peuvent exercer sur le Pakistan, parce que la réalité au Pakistan est différente. Nous le savons, à cause de la situation intérieure et de tous les problèmes que nous connaissons. Mais la Turquie veut se rapprocher des États-Unis. Le problème avec la Turquie, c'est qu'Israël est en jeu. Et Israël n'est pas quelque chose qu'on peut sacrifier immédiatement. Je dirais qu'Israël peut sacrifier tout ce que les États-Unis ont dans la région pour améliorer sa position dans la région. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils font en ce moment même. Vous savez, l'attaque contre la Turquie, pour être honnête, qu'est-ce? Pourquoi avez-vous besoin d'attaquer la Turquie en Syrie? Après tout, si vous pouvez discuter, si vous avez un canal pour parler avec la Turquie, je ne parle pas directement, mais en passant par Tom Barak, dont nous savons qu'il est sioniste. Il est sioniste à 100% et il soutient Israël. Si vous pouvez parler avec la Turquie, pourquoi avez-vous besoin de l'attaquer? Cela veut dire qu'il y a des divergences importantes en Syrie qu'ils ne peuvent pas accepter. C'est pour ça qu'ils aggravent les problèmes que Donald Trump rencontre en Asie occidentale, Pepe. Israël n'a absolument aucun intérêt à aider Donald Trump, à faciliter son programme s'il veut désamorcer les tensions. Israël ne le veut pas. Ils veulent aggraver les problèmes des États-Unis en Asie occidentale, afin de les maintenir éternellement dans cette région. Absolument.
Et le plus fou, c'est que l'administration Trump ne le voit pas. Enfin, elle ne peut pas le voir, puisqu'après tout, c'est nous qui la contrôlons. Mais ils s'en moquent. On peut dire qu'ils le savent et qu'ils s'en moquent, parce que Donald Trump, C'est hors de leur portée. Ils ne peuvent pas le changer. non, ce sont des gens formidables. L'establishment aux États-Unis est tellement au pouvoir qu'on ne voit pas, vous savez, l'évidence. Regardez simplement l'évidence. La guerre en Ukraine, le JCPOA, qui a été négocié par l'administration Obama. Puis, après le retrait de l'administration Trump du JCPOA, l'administration Biden a eu l'occasion d'y revenir. Qu'ont-ils fait? Rien. Rien. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que l'entité sioniste dirige tout à Washington. Bien sûr. Et ça ne va pas changer. Et évidemment, ce qu'ils veulent, ce n'est pas une situation stable pour l'Occident. Ils veulent le chaos. Et ils veulent le chaos, et ils sont en guerre contre tout le monde, parce que c'est un culte de la mort. L'idéologie intrinsèque de ce culte de la mort, c'est la guerre contre tout le monde et le chaos total pour pouvoir en tirer profit. Il s'agit de diviser pour régner, mais dans toute l'Asie occidentale et au-delà. Et évidemment, une administration comme celle-ci, d'abord, comme nous avons commencé à le dire aujourd'hui, c'est un empire d'escrocs. La seule chose qui compte pour eux, c'est le gain personnel, pour le capot, les comparses et les vassaux. Et les vassaux, eux, sont traités comme, vous savez, de la merde de chien, essentiellement. Alors, les Pakistanais, je pense qu'ils commencent à voir la situation. Ils voient comment ils sont désormais traités, frontalement antagonisés, et comment les Américains peuvent même utiliser de nouveau l'Inde contre le Pakistan, parce qu'ils contrôlent Modi. Modi est un vassal de l'axe sioniste international. Ils peuvent donc utiliser Modi et ses affidés contre le Pakistan, pour punir le Pakistan, parce qu'au fond, le Pakistan n'a pas fait ce que l'administration Trump attendait de lui, aider à la capitulation de l'Iran, et non à une médiation. Je pense que nous nous sommes tous fait berner ces 2 derniers mois, pendant que le cadavre de protocole d'accord était dans le coma, jusqu'à, je dirais, sa mort définitive, plus tôt cette semaine. Les Américains essayaient essentiellement d'utiliser les Pakistanais afin de pouvoir s'immiscer dans la politique iranienne et de faire plier l'Iran. Et les Pakistanais croyaient qu'il s'agissait d'un véritable effort de médiation. Je pense que ça va changer radicalement. Le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas affronter les États-Unis de front. Le Pakistan est sous programme du FMI, NIMA. Que peut-on faire quand on est l'esclave du FMI? Rien. Rien, vous savez. Donc ils ont les mains liées. Ce qu'ils peuvent faire, et ils sont très bons à ça, c'est maintenir indéfiniment leurs relations avec l'Iran dans la clandestinité, dans des endroits sûrs, et continuer à faire des affaires, du commerce et des opérations financières avec les banques pakistanaises, etc., en utilisant aussi des banques chinoises. Les banques chinoises, elles ne se soucient pas des sanctions secondaires. Tout cela peut s'arranger. Et puis bien sûr, ils sont tous voisins. Et bien sûr, il y a derrière eux le parapluie chinois qui leur apporte tout le soutien dont ils ont besoin. Je pense que pour le prochain sommet des BRICS en Inde, l'important, c'est que les 2 pays, l'Iran et la Russie, en arrivent d'une manière ou d'une autre, au point où ils doivent poursuivre le conflit. Parce que l'administration Trump a tout simplement capitulé devant les lobbies israéliens et ukrainiens. Ça veut dire qu'il n'obtiendra rien. Il a poursuivi la guerre économique contre l'Iran, la guerre financière, les sanctions contre l'Iran, jusqu'au tout dernier moment de son premier mandat. Je suppose qu'il va continuer de la même manière. La seule chose qui a changé, c'est qu'avant, c'était le JCPOA. Aujourd'hui, c'est le protocole d'accord. Il s'est retiré du protocole d'accord et il va continuer. C'est la même chose.
Il a fait voler en éclats le JCPOA et il vient de faire voler en éclats le protocole d'accord. Une guerre économique totale. Eh bien, l'Iran est prêt. Total economic war. Well, Iran is ready. And the partners and the Et les partenaires, comme les voisins, sont prêts, eux aussi. Je suis très curieux de voir si quoi que ce soit de tout cela sera abordé à la table des BRICS. Probablement pas, surtout parce que c'est en Inde. Especially because it's in India. And that Peut-être ils ont dû en Brightown. in bilateral meetings, certainly. Lors de réunions bilatérales, certainement. Mais à la table des BRICS, oubliez ça. Pas avec l'Inde à la présidence. Et l'Inde, comme nous le savons tous, fait partie de l'axe sioniste international. Alors n'attendez pas de communiqué final des BRICS, qui est quoi que ce soit de réjouissant pour le Sud global. Ce seront des platitudes. Ce sera du blablabla. Si vous regardez le site Internet que les Indiens ont mis en place pour les BRICS, c'est pathétique. Il n'y a rien de substantiel. C'est donc déjà le signe qu'il ne va pas se passer grand-chose à Delhi le mois prochain. Moi, je n'y vais même pas. Et beaucoup d'entre nous n'y vont même pas parce que c'est une perte de temps. Malheureusement, comparé à Kazan, qui avait été une avancée majeure, et même comparé au Brésil l'année dernière, qui n'avait pas été aussi mauvais que beaucoup le craignaient. Au final, le Brésil a sauvé le sommet à la dernière minute. Mais cette année, c'est un désastre. Disaster. Pepe, dans cette nouvelle guerre qu'il a déclenchée, guerre économique, guerre financière, que veut Donald Trump de la Chine, selon vous? Il va avoir une nouvelle rencontre avec Xi Jinping le mois prochain. You're right, yeah, but he doesn't have any leverage, Nima. Vous avez raison, mais il n'a aucun levier, Nima. Il en a encore moins que lors de la visite en Chine. J'y étais à l'époque. J'ai suivi cette visite en Chine. Et les analystes chinois disaient tout la même chose. D'accord, on va dérouler le tapis rouge, prendre thé et tout le reste. Puis le lendemain, vous oubliez tout. Ça n'a aucune conséquence et nous continuerons à faire ce que nous faisons. C'est la même chose cette fois-ci, avec encore moins de levier. Est-ce qu'il est capable de forcer la Chine à faire quoi que ce soit en Eurasie, et surtout concernant l'Iran, quand on sait que pour la Chine, l'Iran est un partenariat stratégique et une question de sécurité nationale? Rien. Zéro levier. Va-t-il menacer de sanctions secondaires? Les Chinois ont déjà prouvé qu'ils s'en moquent. The Chinese already proved that they don't care. And they told their own companies, don't. Et ils ont dit à leurs propres entreprises, ne vous préoccupez même pas des sanctions secondaires. Il vous est interdit de vous conformer aux sanctions secondaires américaines. Vous devez respecter la loi chinoise. Donc voilà. Aucun levier. Absolument aucun. Bien sûr, on va avoir des publications sur Truth Social, on va avoir des vociférations, on va avoir du blablabla, on va avoir des postures de mal alpha, tout ça. Mais même aux États-Unis, la plupart des gens n'y croient plus. Il ne reste que les vieux fans de MAGA, qui se font de plus en plus rares d'ailleurs. Donc ce sera une séance photo pour lui, pas grand-chose de plus et zéro substance. Et les Chinois ne le prennent même pas au sérieux. Quand on suit ils savent que ça n'a aucune conséquence. They know it's inconsequential. Que pensez-vous du fait que Donald Trump se mette soudain à parler de Kim Jong-un? Il veut le rencontrer, il veut lui parler. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand? I think the answer was we asked South Korea for money. Je pense que la réponse, c'était « Nous avons demandé de l'argent à la Corée du Sud ». Il n'y a pas d'autre explication, Nima. Il n'y a pas de stratégie. Lui-même ne sait même pas. Et la Russie? Et le cas de l'Ukraine? Vous pensez qu'il prévoit de faire quelque chose? C'est une autre histoire. Parce que maintenant, enfin, il leur a fallu, plus d'un an et même davantage. Apparemment, le Kremlin a découvert que l'esprit d'Anchorage était une fiction, alors que tout le monde savait dès le départ que c'était une fiction. Et maintenant, ils doivent commencer à agir en conséquence. Ce qui veut dire suivre ce que Poutine a dit, je crois, il y a plus d'un mois et demi, dans l'une de ses interviews.
La Russie est engagée dans le maintien de l'ordre, la conquête et l'établissement de sa domination sur le Donbass et la Novorossia, c'est-à-dire sur tout le sud-sud-ouest. Which means the whole south-southwest. It's not only Donbass anymore. Ce n'est plus seulement le Donbass. Et bon, on voit qu'ils ont déjà commencé. Ils privent l'Ukraine de la mer Noire. Leur blocus de la mer Noire est très efficace. Et l'Ukraine en souffre énormément, énormément. Il n'est même pas nécessaire d'aller à Odessa pour conquérir Odessa. C'est très simple. Vous bloquez Odessa et vous coupez l'Ukraine de la mer Noire, ce qui est déjà en train de se produire. C'est donc la première étape. Sur le terrain, comme nous le savons tous, et chaque fois que nous allons en Russie et que nous en discutons, c'est la même chose. C'est la vieille méthode russe. Un peu comme un crabe, vous voyez. Très très lentement, toujours en progressant de côté. Ils avancent, mais toujours de côté. Donc, ça prend une éternité. Ils peuvent faire ça pendant encore 10 ans, vous savez. Mais je suis très curieux. Je serai bientôt en Russie. Je serai en Russie, je pense, dans 3 semaines. Je serai de retour en Russie. Donc j'ai exactement toute une liste de questions là-dessus. Écoutez, combien de temps encore cette affaire va-t-elle durer? Est-ce qu'il prévoit une offensive d'hiver ou de printemps l'année prochaine? Et tout ça, est-ce qu'il pense pouvoir continuer avec ses mouvements de crabe pendant quoi? Encore 1 an? Des millions d'années. C'est donc compliqué parce que ils suivent le ministère de la Défense, qui est un organisme très centralisé et qui manque de souplesse. Donc quand le ministère de la Défense a un plan, ils suivent ce plan comme à l'époque soviétique. Il n'y a aucun écart. Et les Ukrainiens, par exemple, sont encore plus créatifs et dynamiques. Ils ont transformé la guerre en une guerre terroriste par drone. Et les Russes ont dû s'y adapter. Et maintenant qu'ils se sont adaptés, bien sûr, ils reprennent leur supériorité. Mais ils ne s'attendaient pas du tout, par exemple, à ce que l'Ukraine transforme cela en une guerre de drones, avec des attaques en permanence à l'intérieur de la Fédération de Russie. Les Russes ont donc dû se réinventer. Ils sont lents, mais une fois qu'ils s'y mettent, alors là, donc, nous sommes peut-être dans l'une de ces périodes en ce moment. Quant à un règlement de cette guerre, voyons ce que Poutine dira au forum de Vladivostok, qui aura lieu dans 2 semaines. Le dernier jour, il y a la séance plénière de Vladivostok. Poutine y prend la parole. Voyons ce qu'il dira sur la guerre. Et bien sûr, il y a le fait que l'opinion publique russe en a vraiment. Mais alors vraiment assez de toute cette histoire, à cause des attaques contre les civils, des attaques contre les infrastructures de la Fédération de Russie un peu partout, des SM de drones au-dessus de Moscou. Les gens en ont déjà assez de tout ça. Alors, combien de temps le Kremlin pense-t-il que cela peut encore durer? C'est la très très grande question. Une chose, au moins, est claire maintenant. Ils ont perdu toutes leurs illusions, s'ils en avaient, et en réalité, ils n'en avaient pas beaucoup, sur le comportement de l'administration Trump. Ils savent que l'administration Trump continuera de soutenir la guerre de l'OTAN contre la Russie. Vous savez, en dirigeant depuis l'arrière, à la manière d'Obama, en dirigeant d'en haut, sans diriger réellement, en faisant semblant de diriger. Mais ils seront quand même là, et ils ne vont pas renoncer. Parce que s'ils le font, ce sera une défaite stratégique. Et évidemment, nous savons que l'Empire ne peut pas faire face à 2 défaites stratégiques en même temps. Donc ça devient plus dangereux, de minute en minute, Nima. Et encore une fois, nous savions déjà que c'est la même guerre. Enfin, les analystes de salon aux États-Unis découvrent que, oui, c'est la même guerre. Ça a toujours été la même guerre. Et la Russie, comme l'Iran, savent que c'est la même guerre. Ils ont des méthodes différentes pour mener leur guerre. Et ils continuent à se parler au plus haut niveau, pas seulement entre ministres de la Défense, mais jusqu'au plus haut niveau, au niveau présidentiel.
Ils doivent ajuster leur stratégie. Les Russes ajustent donc leur stratégie. Et les Iraniens envisagent la prochaine étape, la fin de la patience stratégique. Et maintenant, nous allons passer à l'offensive. End of strategic patience, and now we're going to go on the offense. We still don't know how they're going to do that. On ne sait toujours pas comment ils vont s'y prendre. Ils ont les moyens de le faire. Ils ont les moyens de causer beaucoup de problèmes aux forces américaines encore présentes dans la région. On ne sait toujours pas comment ils vont le faire, mais ils sont prêts à le faire. Et cela pourrait commencer. Et cela commencera avant les élections de mi-mandat. Une partie du plan, et je suis sûr que votre analyse s'en approche beaucoup, une partie du plan iranien consiste à rendre la vie insupportable à Trump avant les élections de mi-mandat et à le faire perdre ces élections. Cela fait partie de leur planification, n'est-ce pas? Ils ont donc plusieurs stratégies qui vont dans ce sens. Et bien sûr, ce sera beaucoup plus difficile maintenant, avec la pression économique, avec la guerre économique totale, la guerre financière totale. Mais ils y sont prêts.